déposition non officielle d'un garde affecté à SCP-1006-FR. Je montais la garde devant la boucherie depuis presque toute la nuit quand j'ai compris que quelque chose n'allait pas. C'est difficile à expliquer, parce que sur le moment, je n'aurais pas su dire exactement ce qui clochait. C'était plutôt une accumulation de petits détails, une impression sourde qui s'était installée dans mon ventre au fil des heures, sans que je puisse vraiment mettre le doigt dessus. Mais quand on passe suffisamment de temps dans ce genre d'endroit, on finit par développer une sorte d'instinct, quelque chose qui vous avertit avant même que votre cerveau ait eu le temps d'analyser la situation. Et cette nuit-là, cet instinct me hurlait de faire attention. Bonsoir, ici La Nuit Raconte. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne en laissant un like et en s'abonnant. Profitez bien de l'histoire d'aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, je suppose que je devrais expliquer comment je me suis retrouvé là, à monter la garde devant une putain de boucherie au milieu de nulle part, armé jusqu'aux dents pour surveiller un commerce qui de l'extérieur ressemblait à n'importe quelle autre boutique de quartier un peu défraîchie. Parce que c'est ça le truc avec la fondation, on vous affecte quelque part, on vous donne un briefing minimum, juste ce qu'il faut pour que vous ne fassiez pas de conneries mortelles dans les premières heures, et ensuite on vous laisse découvrir le reste par vous-même. Et croyez-moi, il y a toujours un reste. J'étais dans la sécurité depuis un peu plus de 3 ans quand on m'a transféré sur ce poste. Avant ça, j'avais fait mes preuves sur des affectations relativement calmes, principalement de la surveillance de périmètre autour de sites de confinement de classe sûre. Le genre de truc où il ne se passe jamais rien, où votre plus grande préoccupation c'est de ne pas vous endormir pendant votre ronde de 4 heures du matin. J'avais vu quelques anomalies de loin, bien sûr, suffisamment pour comprendre que le monde était beaucoup plus étrange et dangereux que ce que les gens normaux pouvaient imaginer, mais jamais rien qui m'avait vraiment marqué. Jamais rien qui m'avait empêché de dormir la nuit. Quand on m'a annoncé mon transfert vers SCP-0601-FR, je ne savais même pas de quoi il s'agissait. Le nom ne me disait rien et personne ne semblait particulièrement enclin à m'en parler. J'ai juste reçu mes ordres de mission, une liasse de documents à signer pour confirmer que j'avais bien compris les protocoles de base, et un billet de train pour une petite ville dont je préfère taire le nom. On m'a dit que je recevrais un briefing complet sur place, et que d'ici là je devais simplement me présenter à l'adresse indiquée et attendre les instructions. Le voyage a duré plusieurs heures, et je me souviens avoir passé une bonne partie du trajet à regarder par la fenêtre, à observer le paysage qui défilait en essayant de deviner ce qui m'attendait. C'est stupide, avec le recul, parce qu'il n'y avait aucun moyen de deviner. Personne ne peut imaginer ce genre de choses avant de l'avoir vu de ses propres yeux. La ville en elle-même n'avait rien de remarquable. C'était le genre d'endroit où l'on passe sans s'arrêter. Une de ces communes de taille moyenne qui ont connu des jours meilleurs et qui survivent tant bien que mal, coincées entre la nostalgie d'un passé révolu et l'incertitude de l'avenir. Les rues étaient propres mais vides, les façades des immeubles correctement entretenus mais sans âme, et les rares passants que j'ai croisés en descendant du train avaient tout cet air fatigué des gens qui vivent leur vie sans vraiment y penser, par habitude plus que par choix. La boucherie se trouvait dans une rue secondaire, à quelques minutes à pied de la gare. De l'extérieur, elle ressemblait exactement à ce qu'elle était censée être, un petit commerce de quartier, avec sa vitrine un peu défraîchie, son enseigne lettres à moitié effacée, et son store rayé que personne n'avait dû changer depuis au moins 20 ans. Il y avait même des autocollants publicitaires sur la porte vitrée, le genre de truc qu'on voit partout, pour des marques de charcuterie ou des promotions depuis longtemps expirées. Tout était parfaitement normal, parfaitement banal, et c'est peut-être ça qui m'a mis mal à l'aise dès le premier regard. Parce qu'il y avait quelque chose qui clochait, même si je n'arrivais pas à identifier quoi. Une impression diffuse, comme quand on entre dans une pièce et qu'on sent que quelqu'un vient d'en sortir, ou quand on regarde une photo et qu'on remarque un détail qui ne colle pas sans pouvoir dire lequel. La boucherie avait l'air trop normale, si ça a un sens. Trop parfaitement ordinaire pour être vrai. Mon responsable sur place était un type d'une 50aine d'années, un ancien militaire reconverti dans la sécurité privée avant d'être recruté par la fondation. Il s'appelait Moreau, et c'était le genre d'homme qui ne parlait que quand c'était nécessaire, avec des phrases courtes et précises qui ne laissaient aucune place à l'interprétation. Il m'a accueilli devant la boutique, m'a serré la main sans sourire, et m'a fait signe de le suivre à l'intérieur pour le briefing. C'est là que j'ai vu l'entité pour la première fois. Je ne sais pas exactement à quoi je m'attendais.
Quelque chose de monstrueux probablement, une créature difforme ou un être impossible qui défierait les lois de la physique et de la biologie. Mais ce que j'ai vu, c'était juste un homme. Un homme grand, massif, avec des épaules larges et des bras épais comme des troncs d'arbres, vêtu d'un tablier de boucher taché de ce qui ressemblait à du sang séché. Il se tenait derrière le comptoir, immobile, les mains posées à plat sur la surface en inox, et il nous regardait entrer avec des yeux qui ne cédaient pas. Son visage était celui d'un homme d'une soixantaine d'années, peut-être plus, avec des traits slaves prononcés, un nez large et aplati, des pommettes hautes et une mâchoire carrée couverte d'une barbe grisonnante mal entretenue. Ses cheveux étaient coupés courts, presque ras, et sa peau avait cette teinte grisâtre des gens qui ne voient jamais le soleil. Mais ce sont ses yeux qui m'ont frappé, plus que tout le reste. Des yeux d'un bleu délavé, presque transparent, qui semblaient vous regarder sans vraiment vous voir, comme s'ils fixaient quelque chose derrière vous, ou à travers vous, quelque chose que vous ne pouviez pas percevoir. Il n'a pas bougé quand nous sommes entrés. Il n'a pas dit un mot. Il s'est contenté de nous observer, avec cette immobilité parfaite qui n'avait rien d'humain, cette absence totale de mouvement, qui vous faisait comprendre instinctivement que vous étiez en présence de quelque chose d'anormal. Moreau m'a conduit dans l'arrière-boutique sans s'attarder. Et c'est là qu'il m'a expliqué les règles. Les règles qu'il fallait suivre à la lettre si je voulais survivre à cette affectation. La première règle, et la plus importante, c'était le régime alimentaire. Tous les membres du personnel affectés à SCP-1061 Fer devaient être strictement végétariens. Pas de viande, pas de poisson, pas de volaille. Rien qui ait été un jour un animal vivant. Cette restriction était absolue, non négociable, et contrôlée régulièrement par des analyses sanguines et des examens médicaux. Moreau m'a expliqué que c'était la seule protection dont nous disposions contre l'influence de l'entité. La seule chose qui nous permettait de rester dans la boutique sans être affectés par ce qu'il appelait l'effet d'attraction. Je n'ai pas vraiment compris ce qu'il voulait dire sur le moment. J'ai supposé que c'était une sorte de contrôle mental, une capacité de l'entité à influencer les pensées ou les comportements des gens qui l'approchaient. Ce n'est que plus tard, beaucoup plus tard, que j'ai réalisé à quel point cette explication était insuffisante. La deuxième règle concernait la réserve. Il y avait une porte au fond de la boutique, une porte métallique lourde et renforcée, qui menait à ce que Moreau appelait l'espace de repli de l'entité. Personne, sous aucun prétexte, ne devait jamais franchir cette porte. Personne ne devait même s'en approcher de trop près. Si l'entité décidait de s'y retirer, il fallait la laisser faire sans intervenir et attendre qu'elle ressorte elle-même. Moreau a été très clair sur ce point. Toute intrusion dans la réserve déclenchait une réaction violente de l'entité, une réaction contre laquelle nos armes et notre entraînement ne pouvaient rien. La troisième règle concernait les civils. La boucherie était officiellement fermée au public depuis plusieurs années, mais il arrivait parfois que des gens s'y aventurent par erreur, attirés par l'enseigne ou simplement curieux de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Notre travail consistait à les intercepter avant qu'ils n'entrent, à leur expliquer poliment que le commerce avait cessé son activité et à les éloigner aussi vite que possible. Si quelqu'un parvenait malgré tout à entrer, il fallait évaluer immédiatement son régime alimentaire et agir en conséquence. C'est là que Moreau m'a expliqué ce qui se passait quand un non-végétarien entrait dans la boutique. Il m'a raconté ça d'une voix plate, sans émotion apparente, comme s'il récitait une procédure administrative particulièrement ennuyeuse. Mais je voyais bien, à la façon dont ses mâchoires se crispaient et dont ses yeux évitaient les miens, que ce qu'il décrivait l'affectait plus qu'il ne voulait l'admettre. Quand une personne qui consommait de la viande entrait dans SCP-1061 Fer, quelque chose se passait dans son esprit, quelque chose que personne ne comprenait vraiment, quelque chose qui échappait à toutes les analyses et à tous les protocoles de recherche. La personne changeait. Pas physiquement, pas de manière visible, mais quelque chose dans son comportement se modifiait, comme si une partie d'elle-même était soudain remplacée par autre chose. Elle se dirigeait vers le comptoir, vers l'entité, et elle passait commande. Elle demandait son morceau de viande préféré, celui qu'elle aimait le plus manger, avec une voix calme et posée qui ne trahissait aucune émotion. Et l'entité répondait. Elle répondait en russe, toujours en russe, avec des phrases que personne dans l'équipe ne comprenait vraiment,
parce qu'aucun de nous ne parlait cette langue, mais ça n'avait pas d'importance, parce que la victime, elle, semblait comprendre parfaitement. Elle hochait la tête, elle souriait même parfois, et elle attendait patiemment que l'entité prépare sa commande. C'est là que ça devenait horrible. L'entité sortait ses outils. Des couteaux, des hachoirs, des instruments dont je préfère ne pas décrire la forme et la fonction. Et elle prélevait la viande. Pas dans une carcasse accrochée derrière le comptoir, pas dans un congélateur ou une chambre froide. Sur la victime elle-même. Elle découpait, elle tranchait, elle prélevait exactement le morceau demandé directement sur le corps de la personne qui avait passé commande. Et pendant tout ce temps, la victime ne bougeait pas. Elle ne criait pas, elle ne se débattait pas. Elle ne montrait aucun signe de douleur ou de détresse. Elle restait là, debout, immobile, à regarder l'entité découper sa propre chair, avec une expression de satisfaction béate sur le visage. Quand c'était fini, l'entité emballait la viande dans du papier craft, comme n'importe quel boucher l'aurait fait pour n'importe quel client. Elle tendait le paquet à la victime, qui le prenait, remerciait poliment, et sortait de la boutique. Elle rentrait chez elle, elle cuisinait la viande, elle la mangeait, et ensuite elle mourait. Les rapports médicaux parlaient d'arrêt cardiaque, d'hémorragie interne, de choc septique, mais la vérité c'est que personne ne savait vraiment ce qui les tuait. Peut-être que c'était simplement le fait d'avoir mangé leur propre chair. Peut-être que c'était autre chose, quelque chose de plus profond et de plus terrible que nous ne pouvions pas comprendre. Moreau m'a raconté tout ça en moins de 10 minutes, avec la même voix monocorde et le même regard fuyant. Quand il a eu fini, il m'a demandé si j'avais des questions. J'en avais des dizaines, des centaines peut-être, mais aucune ne voulait sortir de ma bouche. J'ai juste hoché la tête, j'ai pris mon poste et j'ai commencé à monter la garde. Les premiers jours ont été étrangement calmes. La boutique était située dans une rue peu fréquentée, et les rares passants qui s'y aventuraient ne semblaient jamais remarquer l'enseigne ou la vitrine. C'était comme si l'endroit était invisible, comme s'il n'existait que pour ceux qui le cherchaient vraiment. Je passais mes heures de garde à observer la rue déserte, à écouter le silence pesant qui régnait autour de moi, et à essayer de ne pas penser à ce qui se trouvait de l'autre côté de la porte vitrée. L'entité ne bougeait presque jamais. Elle restait là, derrière son comptoir, dans la même position que le premier jour, avec ses mains posées à plat sur l'inox et ses yeux délavés fixés sur un point invisible. Parfois, elle tournait légèrement la tête, comme si elle entendait quelque chose que nous ne pouvions pas percevoir. Parfois, elle murmurait des mots en russe, des phrases courtes et gutturales qui ressemblaient à des prières ou à des malédictions. Mais la plupart du temps, elle ne faisait rien. Elle attendait. J'ai mis du temps à m'habituer à cette présence. Les premières nuits, je me réveillais en sursaut, persuadé d'avoir entendu des pas derrière moi ou d'avoir senti un souffle sur ma nuque. Je faisais des cauchemars où l'entité me regardait à travers la vitrine, où elle tendait la main vers moi et me demandait ce que je voulais commander. Je me réveillais en sueur, le cœur battant, incapable de me rendormir avant l'aube. Mais avec le temps, une sorte de routine s'est installée. Je montais la garde, je faisais mes rondes, je remplissais mes rapports, et je rentrais dans mes quartiers pour dormir quelques heures avant de recommencer. Les jours se ressemblaient tous, et l'ennui a fini par remplacer la peur. C'est dangereux, l'ennui, dans ce genre de travail. Ça vous fait baisser votre garde, ça vous fait oublier pourquoi vous êtes là et ce que vous êtes censé surveiller. Ça vous fait croire que rien ne peut arriver, que tout va continuer comme avant, que le danger n'est qu'une abstraction lointaine qui ne vous concerne pas vraiment. C'est exactement ce que je pensais, la nuit où tout a basculé. Je montais à la garde depuis presque toute la nuit, quand j'ai compris que quelque chose n'allait pas. C'était aux alentours de 3 heures du matin, peut-être 3h30. Ce moment de la nuit où le monde semble s'arrêter de tourner, où le silence devient si épais qu'on pourrait presque le toucher. La rue était déserte, comme d'habitude, et les réverbères projetaient des cercles de lumière jaune sur le trottoir mouillé par une pluie fine, qui avait cessé depuis quelques heures. Tout était calme, tout était normal, et pourtant je sentais que quelque chose avait changé. C'est l'entité qui m'a alerté en premier. Elle avait bougé. Pour la première fois depuis des semaines, elle avait quitté sa position derrière le comptoir et s'était avancée vers la vitrine, ses yeux délavés fixés sur quelque chose au bout de la rue.
Elle ne bougeait plus maintenant, mais sa posture avait changé. Elle n'était plus passive, attentive. Elle était aux aguets comme un prédateur qui a repéré sa proie. J'ai suivi son regard et j'ai vu l'homme. Il marchait d'un pas hésitant, les épaules voûtées, les mains enfoncées dans les poches de son blouson. C'était un type d'une quarantaine d'années, peut-être un peu plus, avec un visage ordinaire et des vêtements ordinaires, le genre de personne qu'on croise dans la rue sans jamais s'en souvenir. Il avait l'air perdu, ou peut-être simplement fatigué, et il regardait autour de lui comme s'il cherchait quelque chose sans savoir exactement quoi. J'aurais dû l'intercepter tout de suite. C'était mon travail, c'était la procédure, c'était ce pourquoi j'avais été formé et briché pendant des heures. Mais quelque chose m'a retenu. Peut-être la fatigue accumulée, peut-être l'ennui des semaines précédentes, peut-être simplement la curiosité morbide de voir ce qui allait se passer. Je ne sais pas. Je ne saurai probablement jamais. Ce que je sais, c'est que je suis resté là, immobile, à regarder l'homme s'approcher de la boutique sans faire un geste pour l'arrêter. Il s'est arrêté devant la vitrine. Il a regardé l'enseigne, puis la porte, puis l'intérieur de la boutique où l'entité se tenait maintenant parfaitement immobile, comme une statue de cire dans un musée des horreurs. Et puis, sans hésitation, il a poussé la porte et il est entré. J'ai bougé à ce moment-là. Enfin, j'ai essayé de bouger. Mais mes jambes refusaient de m'obéir, comme si elles étaient soudain devenues de plomb. Je suis resté planté là, à quelques mètres de la porte, incapable de faire un pas de plus, à regarder la scène se dérouler à travers la vitrine comme un spectateur impuissant devant un accident de voiture au ralenti. L'homme s'est avancé vers le comptoir. Il marchait d'un pas régulier, mécanique, comme un somnambule qui suit un chemin tracé d'avance dans son rêve. Son visage avait changé, je m'en suis rendu compte immédiatement. L'expression de confusion et de fatigue avait disparu, remplacée par quelque chose de plus troublant, une sérénité absolue, une paix intérieure qui n'avait rien à faire dans cet endroit. Il souriait. Un sourire béat, presque extatique, le sourire d'un homme qui vient de trouver ce qu'il cherchait depuis toujours. L'entité l'attendait derrière le comptoir. Elle n'avait pas bougé depuis que l'homme était entré, mais quelque chose dans sa posture avait changé. Elle semblait plus présente, plus vivante, comme si l'arrivée du client avait réveillé quelque chose en elle qui dormait depuis trop longtemps. Ses mains n'étaient plus posées à plat sur l'inox. Elles étaient maintenant placées de chaque côté du comptoir, les doigts légèrement écartés, prêtes à saisir les outils qui attendaient dans l'ombre. L'homme s'est arrêté devant le comptoir. Il a levé les yeux vers l'entité, et pendant un long moment, ils se sont regardés en silence. Puis l'homme a ouvert la bouche, et il a parlé. Je n'ai pas compris ce qu'il disait. Les mots étaient étouffés par la vitrine, déformés par la distance et le verre épais. Mais je n'avais pas besoin de comprendre pour savoir ce qui se passait. Il passait commande. Il demandait son morceau de viande préféré, celui qu'il aimait manger le dimanche en famille, celui que sa mère lui préparait quand il était enfant, celui qui avait le goût de la nostalgie et du bonheur perdu. Il le demandait avec un sourire, avec confiance, comme s'il passait commande dans n'importe quelle boucherie de quartier. L'entité a répondu. Sa voix était grave, profonde, avec cet accent guttural du russe qui ressemblait à un grondement de tonnerre lointain. Elle a parlé longtemps, beaucoup plus longtemps que je ne m'y attendais, et l'homme hochait la tête à chaque phrase, comme s'il comprenait parfaitement ce qu'on lui disait. Quand l'entité a eu fini de parler, l'homme a hoché la tête une dernière fois, et il a attendu. C'est là que j'ai réussi à bouger. Je ne sais pas ce qui a brisé la paralysie qui me clouait sur place. Peut-être l'instinct de survie, peut-être le sens du devoir, peut-être simplement la terreur de voir ce qui allait se passer ensuite. Mais j'ai bougé. J'ai couru vers la porte, j'ai posé la main sur la poignée et j'ai tiré. La porte ne s'est pas ouverte. J'ai tiré plus fort, j'ai poussé, j'ai cogné contre le verre avec mes poings, mais rien n'y faisait. La porte était bloquée, verrouillée de l'intérieur par une force que je ne pouvais pas voir ni comprendre. J'ai hurlé, j'ai appelé du renfort dans ma radio, j'ai fait tout ce que j'étais censé faire dans ce genre de situation. Mais personne n'a répondu. La radio ne crachait que des parasites, un bruit blanc continu qui ressemblait au souffle d'une bête endormie. À l'intérieur de la boutique, l'entité avait commencé à travailler. Je ne veux pas décrire ce que j'ai vu. Je ne peux pas. Les mots n'existent pas pour raconter ce genre de choses.
pour transmettre l'horreur absolue de ce spectacle. Tout ce que je peux dire, c'est que l'entité a pris ses outils, qu'elle s'est penchée par-dessus le comptoir et qu'elle a commencé à découper. Et pendant tout ce temps, l'homme n'a pas bougé. Il est resté là, debout, les bras le long du corps, à regarder l'entité prélever des morceaux de sa propre chair, avec une expression de gratitude sur le visage. Il souriait pendant que le sang coulait, pendant que sa peau se déchirait, pendant que ses muscles étaient sectionnés et emballés dans du papier craft comme n'importe quel morceau de bœuf ou de porc. Ça a duré une éternité. Ou peut-être seulement quelques minutes, je ne sais plus. Le temps avait cessé d'avoir un sens à l'intérieur de cette boutique, comme si les règles normales de la réalité ne s'appliquaient plus. Quand l'entité a eu fini, elle a tendu le paquet à l'homme, qu'il a pris avec ses 2 mains tremblantes. Il a dit quelque chose, probablement un remerciement, et il s'est retourné vers la porte. La porte s'est ouverte d'elle-même. L'homme est sorti de la boutique en titubant. Son blouson était trempé de sang, ses vêtements en lambeaux, et il laissait derrière lui une traînée rouge sur le trottoir. Mais il marchait. Il marchait avec le même pas mécanique qu'à son arrivée, serrant le paquet de viande contre sa poitrine comme un trésor précieux. Il est passé devant moi sans me regarder, sans même sembler remarquer ma présence, et il a continué son chemin dans la nuit, jusqu'à ce que l'obscurité l'engloutisse complètement. Je suis resté là, paralysé, incapable de le suivre ou de faire quoi que ce soit d'utile. Mon esprit refusait de traiter ce que je venais de voir, comme si une partie de moi avait décidé de se fermer pour se protéger de l'horreur. Je ne sais pas combien de temps je suis resté comme ça, planté sur le trottoir devant la boutique, à fixer la porte vitrée derrière laquelle l'entité avait repris sa position habituelle, immobile et patiente, comme si rien ne s'était passé. C'est Moreau qui m'a trouvé. Il était arrivé en renfort après avoir capté mon appel de détresse, même s'il lui prétendait n'avoir reçu aucune transmission. Il m'a secoué, il m'a giflé. Il m'a forcé à le regarder dans les yeux et à lui dire ce qui s'était passé. J'ai essayé de parler, mais les mots se bousculaient dans ma bouche sans vouloir sortir. Tout ce que j'ai réussi à articuler, c'est il est entré et je n'ai pas pu l'arrêter, et Moreau a compris immédiatement. Il a juré entre ses dents, il a passé quelques appels sur son téléphone sécurisé, et il m'a dit de rentrer dans mes quartiers et d'attendre les instructions. J'ai obéi comme un automate, incapable de penser par moi-même, incapable de faire autre chose que mettre un pied devant l'autre et avancer dans la direction qu'on m'indiquait. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je n'ai pas dormi pendant plusieurs nuits en fait. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais la scène. L'homme qui entre dans la boutique. Le sourire sur son visage. L'entité qui prend ses outils. Le sang. Le papier craft. Le paquet serré contre la poitrine. La traînée rouge sur le trottoir. Le lendemain, on m'a informé que l'homme avait été retrouvé mort dans son appartement, à quelques kilomètres de là. Il était assis à sa table de cuisine, devant une assiette vide, et des couverts soigneusement alignés. L'autopsie a révélé qu'il avait ingéré une quantité importante de viande humaine avant de succomber à une hémorragie interne. Sa propre viande, prélevée sur son propre corps quelques heures plus tôt. J'ai demandé à être relevé de mes fonctions le jour même. On m'a répondu que ce n'était pas possible, que j'étais le seul personnel disponible pour ce poste et que mon remplacement prendrait plusieurs semaines. J'ai insisté, j'ai argumenté, j'ai presque supplié, mais rien n'y a fait. Les ordres étaient les ordres, et je devais les suivre. Alors j'ai continué. J'ai repris mon poste devant la boutique. J'ai monté la garde comme avant. J'ai fait mes rondes et rempli mes rapports. Mais quelque chose avait changé en moi. Je n'étais plus le même homme que celui qui était arrivé ici quelques semaines plus tôt, plein de confiance et d'assurance, persuadé que son entraînement et son équipement le protégeraient de tout. J'avais vu quelque chose que je n'aurais jamais dû voir, quelque chose qui avait fissuré les fondations de ma compréhension du monde, et je savais que cette fissure ne se refermerait jamais complètement. Les jours qui ont suivi l'incident ont été étrangement calmes. L'entité avait repris son comportement habituel, immobile derrière son comptoir, les yeux fixés sur un point invisible. La boutique était silencieuse, la rue déserte, et rien ne semblait indiquer que quelque chose de terrible s'était produit entre ces murs. C'était presque pire d'une certaine façon. Cette normalité apparente, ce calme trompeur qui vous faisait presque douter de ce que vous aviez vu. Peut-être que j'avais imaginé tout ça.
Peut-être que c'était un cauchemar particulièrement vivace, une hallucination causée par la fatigue et le stress. Peut-être que rien de tout ça n'était réel, mais le sang sur le trottoir, lui, était bien réel. Je le voyais chaque fois que je passais devant la boutique, cette tache sombre qui refusait de disparaître malgré les pluies et les tentatives de nettoyage. Elle était là comme un rappel permanent de ce qui s'était passé, comme une accusation silencieuse contre mon incapacité à l'empêcher. J'ai commencé à faire des recherches sur l'entité. Pas officiellement bien sûr, parce que ce genre d'initiative personnelle était strictement interdit par le protocole. Mais j'avais accès à certains documents, certains rapports d'incidents antérieurs, et j'ai passé mes heures de repos à les éplucher, à essayer de comprendre ce que j'avais affronté cette nuit-là. Ce que j'ai découvert m'a fait froid dans le dos. L'entité était connue de la Fondation depuis plusieurs décennies. Elle avait été découverte par hasard lors d'une enquête sur une série de disparitions inexpliquées dans la région. Les premiers rapports la décrivaient comme un humanoïde de grande taille, d'apparence masculine, présentant des caractéristiques physiques compatibles avec une origine européenne. Personne ne savait d'où elle venait, comment elle était arrivée là, ni depuis combien de temps elle occupait cette boucherie. Les archives locales mentionnaient l'existence du commerce depuis le début du XXe siècle, mais aucun document ne permettait d'identifier le propriétaire ou l'exploitant original. Les tentatives de communication avec l'entité avaient toutes échoué. Elle ne répondait qu'en russe, et même les interprètes professionnels avaient du mal à comprendre ce qu'elle disait. Sa façon de parler était archaïque, truffée d'expressions dialectales et de tournures grammaticales qui n'existaient plus dans la langue moderne. Un linguiste avait émis l'hypothèse qu'elle parlait une forme de russe datant du XIXe siècle, peut-être même plus ancienne, mais cette théorie n'avait jamais été confirmée. Ce qui était confirmé, en revanche, c'était sa dangerosité. Les rapports d'incidents s'étalaient sur plusieurs décennies, et chacun racontait la même histoire avec des variations mineures. Un civil entre dans la boutique, il passe commande. L'entité prélève la viande, le civil rentre chez lui. Le civil meurt. Encore et encore, le même schéma se répétait, avec une régularité terrifiante, qui suggérait que l'entité ne faisait que suivre un programme préétabli, un rituel immuable qu'elle exécutait sans jamais dévier. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'était les rapports sur ce qui se passait quand quelqu'un essayait d'intervenir. Il y avait eu plusieurs tentatives au fil des années. Des agents courageux ou inconscients qui avaient essayé d'arrêter l'entité pendant qu'elle servait un client, qui avaient tenté de faire sortir la victime de force ou de neutraliser la créature avec des armes conventionnelles. Toutes ces tentatives s'étaient soldées par des échecs catastrophiques. L'entité était incroyablement forte, capable de projeter un homme adulte à plusieurs mètres d'un simple revers de la main. Elle était aussi incroyablement résistante, insensible aux balles, aux lames, aux décharges électriques et à la plupart des agents chimiques testés. Et surtout, elle était impitoyable. Quand quelqu'un interférait avec son travail, elle réagissait avec une violence extrême, tuant sans discrimination tous ceux qui se trouvaient à portée. Le rapport le plus ancien que j'ai trouvé datait de 1968. Une équipe de 5 agents avait tenté de pénétrer dans la réserve pendant que l'entité était en phase passive. Personne ne savait exactement ce qu'ils espéraient y trouver, ni pourquoi ils avaient décidé d'enfreindre le protocole de cette façon. Ce qu'on savait, c'est qu'aucun d'entre eux n'était ressorti vivant. Les corps avaient été retrouvés le lendemain, éparpillés dans toute la boutique, démembrés avec une précision chirurgicale qui n'avait rien d'humain. L'entité, elle, était de retour derrière son comptoir, immobile et patiente, comme si rien ne s'était passé. Après cet incident, le protocole avait été durci. Plus personne n'avait le droit d'approcher la réserve, sous aucun prétexte. Plus personne n'avait le droit d'interférer avec les transactions de l'entité, même pour sauver une vie. La priorité absolue était le confinement, pas la protection des civils. C'était une décision difficile, cruelle même, mais la Fondation avait jugé que le risque de déchaîner l'entité était trop grand pour être pris. J'ai compris, en lisant ces rapports, pourquoi Moreau m'avait donné des instructions aussi strictes. J'ai compris pourquoi personne n'avait essayé de m'aider quand j'avais appelé au secours, pourquoi ma radio n'avait capté que des parasites, pourquoi la porte s'était verrouillée toute seule au moment crucial. Ce n'était pas un dysfonctionnement technique ou un problème de communication.
C'était le protocole. Le protocole qui prévoyait de laisser l'entité faire son travail sans interférence, même si ça signifiait regarder un homme se faire découper vivant sans lever le petit doigt. Cette révélation m'a détruit. Pas sur le moment, pas d'un seul coup, mais lentement, insidieusement, comme un poison qui s'infiltre dans les veines et ronge les organes de l'intérieur. J'avais cru faire partie des gentils, des gens qui protégeaient le monde contre les horreurs qui se cachaient dans l'ombre. Mais la vérité, c'est que j'étais juste un gardien de prison, un geôlier, qui surveillait une bête trop dangereuse pour être tuée et trop utile pour être libérée. Mon travail n'était pas de sauver des vies, mais de s'assurer que la bête restait dans sa cage, quitte à lui jeter quelques victimes de temps en temps pour la maintenir calme. J'ai pensé à démissionner. J'y ai pensé sérieusement pendant plusieurs jours, pesant le pour et le contre, imaginant ce que serait ma vie si je tournais le dos à tout ça et si je retournais dans le monde normal, celui où les monstres n'existent que dans les films et les livres. Mais je savais que ce n'était pas possible. La Fondation ne vous laisse pas partir comme ça, pas quand vous avez vu ce que j'avais vu, pas quand vous en savez autant sur ses opérations et ses secrets. Les gens qui démissionnent de la Fondation ne retournent pas à la vie normale. Ils disparaissent d'une façon ou d'une autre et personne ne pose de questions. Alors je suis resté. J'ai continué à monter la garde, à faire mes rondes, à remplir mes rapports. J'ai continué à regarder l'entité à travers la vitrine, à observer son immobilité parfaite et ses yeux délavés qui ne ciliaient jamais. J'ai continué à attendre le prochain incident, la prochaine victime, le prochain moment où je devrais rester là sans rien faire pendant qu'un être humain se faisait découper vivant à quelques mètres de moi. L'attente a duré 3 semaines. Cette fois, c'était une jeune femme d'une trentaine d'années, blonde, jolie, avec un sourire qui aurait dû illuminer n'importe quelle pièce où elle entrait. Elle s'était égarée dans le quartier en cherchant une adresse, et elle avait aperçu la boucherie par hasard en passant devant. Elle avait regardé la vitrine avec curiosité, elle avait hésité un moment, et puis elle avait poussé la porte. J'étais là. J'ai tout vu. J'ai vu son visage changer quand elle est entrée. J'ai vu le sourire béat remplacer l'expression normale. J'ai vu ses yeux se vider de toute émotion humaine, pour ne laisser que cette sérénité terrifiante que je connaissais maintenant trop bien. J'ai vu l'entité se redresser derrière son comptoir. J'ai vu ses mains se poser sur les outils. J'ai vu le début du rituel qui allait se terminer comme tous les autres, dans le sang et la mort. Et cette fois, j'ai agi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Peut-être la culpabilité accumulée depuis l'incident précédent, peut-être le refus d'être à nouveau un témoin passif, peut-être simplement la folie de quelqu'un qui a vu trop de choses horribles en trop peu de temps. Mais j'ai agi. J'ai dégainé mon arme, j'ai défoncé la porte d'un coup d'épaule, et je me suis précipité à l'intérieur de la boutique en hurlant à la femme de sortir, de fuir, de courir aussi loin qu'elle le pouvait. Elle ne m'a pas écouté. Elle ne m'a même pas regardé. Elle était là, devant le comptoir, les yeux fixés sur l'entité, et rien de ce que je pouvais dire ou faire ne semblait pouvoir briser le lien qui s'était établi entre eux. J'ai attrapé son bras, j'ai tiré de toutes mes forces. J'ai essayé de la traîner vers la sortie, mais c'était comme essayer de déplacer une statue de pierre. Elle ne bougeait pas, elle ne réagissait pas, elle restait là avec son sourire béat et ses yeux vides, parfaitement indifférente à mes efforts désespérés. Et puis l'entité a réagi. Je n'ai pas vu le coup venir. J'ai juste senti une douleur fluctuante dans la poitrine, comme si quelqu'un m'avait frappé avec un marteau-piqueur, et puis j'ai volé en arrière, projeté à travers la boutique comme une poupée de chiffon. J'ai percuté le mur du fond avec un bruit sourd, j'ai glissé sur le sol, et je suis resté là, sonné, incapable de bouger, à regarder ce qui se passait devant moi. L'entité avait quitté son poste derrière le comptoir. Elle se tenait maintenant au milieu de la boutique, ses bras massifs pendant de chaque côté de son corps, ses yeux délavés fixés sur moi, avec une intensité qui me glaçait le sang. Elle ne bougeait pas, elle ne parlait pas, mais je sentais sa colère, une colère froide et implacable qui n'avait rien d'humain, qui venait d'un endroit si profond et si ancien que mon esprit ne pouvait même pas l'appréhender. Derrière elle, la femme n'avait pas bougé. Elle était toujours là, devant le comptoir, à attendre patiemment que l'entité finisse ce qu'elle avait commencé. J'ai essayé de me relever. J'ai essayé de ramper vers la sortie.
de fuir avant qu'il ne soit trop tard. Mais mon corps refusait de m'obéir. La douleur dans ma poitrine était insupportable. Chaque respiration était une agonie, et mes membres ne répondaient plus à mes ordres. J'étais piégé, à la merci d'une créature qui avait tué des dizaines de personnes avant moi et qui n'hésiterait pas une seconde à m'ajouter à sa liste. L'entité s'est avancée vers moi, lentement, méthodiquement, chaque pas faisant trembler le plancher sous son poids. Elle s'est arrêtée à quelques centimètres de moi, elle s'est penchée et elle m'a regardé. Ses yeux délavés plongeaient dans les miens, et j'ai eu l'impression qu'elle regardait à l'intérieur de moi, qu'elle voyait tout ce que j'étais, tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais pensé depuis ma naissance. C'était la sensation la plus terrifiante que j'avais jamais éprouvée, pire encore que la douleur physique ou la peur de la mort. C'était comme si mon âme elle-même était mise à nu, exposée au regard d'une chose qui n'aurait jamais dû exister. Et puis elle a parlé. Sa voix était grave, profonde, avec cet accent guttural du russe qui ressemblait à un grondement de tonnerre. Je n'ai pas compris ce qu'elle disait, pas un seul mot, mais j'ai compris le sens. Elle me demandait quelque chose. Elle me posait une question, la même question qu'elle posait à toutes ses victimes. La question qui décidait de leur sort. Elle me demandait ce que je voulais commander. J'ai compris à cet instant que j'allais mourir. Non pas parce qu'elle allait me tuer directement, mais parce qu'elle allait me faire la même chose qu'aux autres. Elle allait me demander mon morceau de viande préféré, et je ne pourrais pas résister. Je le sentais déjà, cette pression dans mon esprit, cette voix insidieuse qui me murmurait de répondre, de lui dire ce que je voulais, de me soumettre à sa volonté comme tous les autres avant moi. Mais je n'ai pas répondu. Je ne sais pas comment j'ai fait. Peut-être que mon régime végétarien m'a protégé, au moins partiellement. Peut-être que ma volonté était plus forte que je ne le pensais. Peut-être que l'entité n'avait simplement pas l'intention de me tuer. Pas encore, pas de cette façon. Mais je n'ai pas répondu. J'ai serré les dents, j'ai fermé les yeux, et j'ai résisté à la pression qui essayait de briser ma volonté. L'entité a attendu. Longtemps. Une éternité peut-être, ou peut-être seulement quelques secondes, et puis elle s'est redressée, elle s'est détournée de moi, et elle est retournée vers le comptoir, vers la femme qui attendait toujours. J'ai voulu crier, j'ai voulu me lever, la saisir, la sortir de là avant qu'il ne soit trop tard. Mais je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais rien faire d'autre que regarder. Regarder l'entité prendre ses outils. Regarder la femme sourire pendant que la lame s'enfonçait dans sa chair. Regarder le sang couler sur le comptoir en inox, former des rigoles qui s'écoulaient vers un drain invisible. Regarder l'horreur se répéter encore une fois sous mes yeux impuissants. Quand ça a été fini, la femme est partie. Elle a pris son paquet de viande, elle m'a enjambé sans me regarder et elle est sortie de la boutique comme si rien ne s'était passé. L'entité est retournée derrière son comptoir, elle a repris sa position habituelle et le silence est retombé sur la boutique. Je suis resté là, allongé sur le sol, pendant ce qui m'a semblé des heures. La douleur dans ma poitrine s'était atténuée, remplacée par une sorte d'engourdissement qui n'était pas désagréable. Je regardais le plafond, les néons grésillants, les mouches qui tournoyaient dans la lumière jaune. Je pensais à rien. Je ne voulais plus penser. Je voulais juste rester là, dans ce vide confortable, et ne plus jamais avoir à me lever. C'est Moreau qui m'a trouvé, encore une fois. Il est entré dans la boutique avec une équipe de renfort, il m'a soulevé du sol et il m'a porté jusqu'à l'infirmerie du site. Les médecins m'ont examiné, m'ont fait des radios, m'ont posé des questions auxquelles je n'ai pas répondu. J'avais plusieurs côtes fêlées, un poumon partiellement collapsé et une commotion cérébrale légère. Rien de grave selon leurs standards, rien qui ne puisse être réparé avec du temps et des médicaments. Ce qui ne pouvait pas réparer, c'était ce qui s'était passé dans ma tête. J'ai passé 3 semaines à l'infirmerie, puis 2 semaines supplémentaires en observation psychologique. Les psychiatres de la fondation m'ont fait passer des tests, m'ont posé des questions, m'ont fait parler de ce que j'avais vu et ressenti. J'ai coopéré, parce que je n'avais pas le choix, mais je ne leur ai pas dit toute la vérité. Je ne leur ai pas dit que j'avais entendu la voix de l'entité dans ma tête, que je l'entendais encore parfois, quand je fermais les yeux, et que le silence devenait trop épais. Je ne leur ai pas dit que je me réveillais chaque nuit en sueur, persuadé d'être encore allongé sur le sol de la boutique,
avec les yeux délavés de l'entité fixée sur moi. Je ne leur ai pas dit que je n'arrivais plus à manger, que la simple vue de la nourriture me donnait la nausée, que chaque bouchée me rappelait ce que j'avais vu et ce que j'avais failli devenir. Ils m'ont déclaré apte au service au bout de 5 semaines. Apte au service, mais plus à mon ancien poste. On m'a transféré dans un autre site, une affectation administrative sans danger apparent, où je passe mes journées à trier des documents et à remplir des formulaires. C'est ennuyeux, c'est répétitif, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Pas de monstres, pas de sang, pas d'horreur indicible qui vous regarde avec des yeux qui ne cillent jamais. Juste du papier, des dossiers, et le bourdonnement apaisant des néons au-dessus de ma tête. Mais je n'arrive pas à oublier. Je n'arrive pas à oublier la boucherie, l'entité, des victimes qui entraient avec un sourire et ressortaient avec un paquet de leur propre chair. Je n'arrive pas à oublier le bruit des lames sur la viande, le sang qui coulait sur l'inox, l'odeur métallique qui imprégnait tout l'endroit. Je n'arrive pas à oublier la voix grave qui me demandait ce que je voulais commander, cette pression dans mon esprit qui essayait de me faire parler, cette question qui attendait toujours une réponse. Et parfois, quand je suis seul et que le silence devient trop lourd, je me demande ce que j'aurais dit. Si j'avais cédé, si j'avais répondu à la question de l'entité, quel morceau aurais-je demandé? Quelle partie de mon corps aurais-je offerte à découper, à emballer, à cuisiner et à manger? J'essaie de ne pas y penser, mais la question revient toujours, insidieuse, obsédante comme un ver qui creuse son chemin dans mon cerveau. Je sais que je devrais parler à quelqu'un, je sais que je devrais dire la vérité au psychiatre, leur expliquer ce qui se passe dans ma tête, accepter l'aide qu'ils peuvent m'offrir. Mais j'ai peur. J'ai peur de ce qu'ils pourraient découvrir, de ce qu'ils pourraient faire s'ils savaient que l'entité a laissé quelque chose en moi, une marque invisible qui ne veut pas s'effacer. J'ai peur qu'ils décident que je suis compromis, contaminé, dangereux. J'ai peur de finir dans une cellule de confinement, quelque part dans les sous-sols d'un site que personne ne connaît, à attendre une fin qui ne viendra peut-être jamais. Alors je me tais. Je fais mon travail. Je remplis mes formulaires. Je souris aux collègues qui me demandent comment je vais. Je mens. Je prétends que tout va bien. Je joue le rôle de l'agent de sécurité qui a vécu un incident difficile mais qui s'en est remis. Et la nuit, quand je suis seul dans ma chambre, j'écoute le silence et j'attends que la voix revienne. Elle revient toujours. Elle me demande ce que je veux commander. Elle me demande quel est mon morceau préféré, celui que j'aimais manger avant de devenir végétarien, celui qui avait le goût de l'enfance et des dimanches en famille. Elle me pose la question, encore et encore, avec cette patience infinie qui n'a rien d'humain. Et je résiste, je serre les dents. Je refuse de répondre. Mais je me demande combien de temps je vais pouvoir tenir. Je me demande combien de nuits je vais pouvoir passer à lutter contre cette voix avant de craquer, avant de céder, avant de lui donner ce qu'elle veut. Je me demande si un jour je vais me réveiller dans un endroit que je ne reconnais pas, avec un paquet de papier craft dans les mains et le goût du sang dans la bouche. Je me demande si je vais finir comme les autres, assis à une table de cuisine, devant une assiette vide et des couverts soigneusement alignés. Je ne sais pas. Je ne sais plus rien. Tout ce que je sais, c'est que j'ai vu quelque chose que je n'aurais jamais dû voir, et que cette chose m'a changé d'une façon que je ne comprends pas. Je suis devenu quelqu'un d'autre, quelqu'un de brisé, quelqu'un qui porte en lui une question sans réponse et une peur sans nom. Et parfois, quand le silence devient trop lourd et que la voix revient me hanter, je me demande si ce n'est pas exactement ce que l'entité voulait depuis le début. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si ça va servir à quelque chose, si quelqu'un va écouter cet enregistrement et en tirer des conclusions utiles. Probablement pas. Probablement que ça va finir dans un dossier quelque part, classé et oublié, comme tous les autres témoignages de tous les autres agents qui ont vu des choses qu'ils n'auraient pas dû voir. Mais au moins, maintenant c'est dit. Au moins, quelqu'un sait ce qui s'est passé dans cette boutique, ce que j'ai vu et ce que j'ai ressenti. Quelqu'un sait que l'entité est toujours là, derrière son comptoir, à attendre le prochain client avec ses yeux qui ne cillent jamais et sa voix qui pose toujours la même question. Quelqu'un sait qu'elle attend. Et qu'elle attendra toujours. Merci d'avoir écouté mon histoire. Dites-moi en commentaire quel sujet vous souhaitez que l'on explore sur la chaîne. Abonnez-vous et à demain.